ce matin. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Philippe, Claudine, Eva, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est plusieurs amis et collègues que je retrouve, que je n'ai pas vus depuis un bon bout de temps. Et puis je dois dire, ça me fait particulièrement plaisir parce que le CRIR a été pour moi un partenaire privilégié pour la recherche. Au début de ma carrière de chercheur, j'ai trouvé beaucoup de collègues inspirants. Et puis, on a fait des beaux projets ensemble. Donc, ça me fait vraiment plaisir de revenir et puis de participer avec vous à cette journée. Alors, je vais lancer les slides, les diapos pour aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu, en fait, de tout ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. On en entend énormément parler ces dernières années. On a vraiment la chance à Montréal d'être aux premières loges de cet élan en recherche et puis en développement. Et puis, je crois depuis plusieurs années qu'il y a énormément de potentiel pour marier l'intelligence artificielle avec des problématiques dans le domaine de la santé. Donc, ça me fait toujours le plaisir quand j'ai l'occasion de participer, d'échanger avec des collègues d'autres disciplines, de partager nos savoirs et puis entre tout ça, essayer de voir s'il y aurait des beaux projets de recherche qui pourraient voir le jour. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous donner un petit survol autant de ce qui se passe en intelligence artificielle, quelles sont les tendances potentielles, et puis d'illustrer ça avec quelques projets des dernières années qui ont eu lieu dans mon laboratoire et puis en collaboration avec plusieurs autres chercheurs à Montréal et ailleurs. On s'entend premièrement pour savoir que quand on parle de combinaison entre l'intelligence artificielle et puis le domaine de la santé, en fait, il y a toutes sortes de problèmes qui sont très, très variés. Ce n'est pas vraiment un modèle standard. Donc, dans chaque cas, il faut vraiment s'intéresser de près aux problématiques sur le terrain, à la nature même des données pour essayer de comprendre comment on va pouvoir utiliser ces techniques que sont l'intelligence artificielle pour essayer de faire progresser la technologie. Alors, avant de se plonger dans ces exemples-là, permettez-moi de faire un petit retour en arrière pour ceux d'entre vous qui peut-être passent moins de temps à réfléchir à l'intelligence artificielle que d'autres, puis vous amener un petit peu avec nous là, sur cette conversation ce matin. Alors, le terme même d'intelligence artificielle date un petit peu plus vieux quand même que le CRIR. Là, 1956, le terme comme tel a été inauguré à l'occasion d'un congrès qui durait un mois à l'Université Dartmouth. Des chercheurs d'un peu partout s'étaient rassemblés pour se concentrer là, un mois à définir les bases de cette discipline-là. Et puis, à ce moment-là même, déjà, ils avaient identifié plusieurs sous-problèmes sur lesquels il faudrait faire du progrès pour être en mesure de construire ce qu'on appelait alors cette notion d'intelligence artificielle en analogie avec l'intelligence humaine. Donc, il avait identifié la problématique de la planification, de la compréhension des images, compréhension du langage, accumulation de l'information, l'habilité de modéliser cette information-là et ainsi de suite. Et puis, pour les premiers 50 années à peu près du domaine de l'intelligence artificielle, en fait, il y a eu du progrès dans chacun de ces sous-problèmes, mais vraiment en silo. Donc, chaque sous-discipline est partie et puis a développé ses modèles, ses approches pour résoudre ces problèmes-là. Ce qu'on voit maintenant depuis la dernière, je dirais les derniers 10-15 ans, c'est vraiment une convergence entre ces différentes problématiques-là, vraiment une reconnaissance qu'il y a des liens centraux qui rejoignent toutes ces choses-là. Et puis, en fait, la technologie qui est ressortie parmi les autres, c'est vraiment celle du machine learning, l'apprentissage machine. Le fait de permettre à nos machines d'apprendre à partir de jeux de données, en fait, ça permettait de débloquer des techniques qui allaient résoudre tous les autres problèmes là, illustrés ici sur le casse-tête. Alors, c'est un petit peu l'histoire de deux phases dans le développement de cette technologie-là. Une première phase qui est très, très programmatique. Donc, les machines arrivaient à accomplir des tâches dites complexes ou intelligentes, comme de jouer aux échecs, mais vraiment en programmant la machine pour qu'elle arrive à résoudre le problème. Et puis, plus récemment, vraiment un pivot vers les techniques d'apprentissage automatique où est-ce qu'on montre à la machine plusieurs exemples et puis on laisse la machine elle-même essayer de distiller quels sont les patterns qui se répètent dans ces exemples-là pour faire des prédictions, des décisions en fonction des jeux de données.
Et puis, on se retrouve en fait avec des techniques qui sont beaucoup plus robustes. Dans la première approche programmatique, il fallait vraiment être très, très précis sur les instructions. Et puis, quand ce n'était pas possible de cibler le problème avec un niveau de précision suffisant, la machine était vraiment incapable de résoudre le problème. Donc, avec l'apprentissage automatique, on a beaucoup plus de flexibilité. On peut montrer des exemples qui dévient de la norme et puis vraiment permettre à la machine d'avoir des prédictions, des décisions qui sont beaucoup plus robustes. Donc, ça me donne un peu un aperçu là, de certaines des phases de ce domaine-là. Pour être un peu plus concret, qu'est-ce que ça veut dire cette méthode d'apprentissage supervisé? Eh bien, c'est vraiment l'idée de montrer un exemple et puis de l'étiqueter, de l'identifier avec un concept particulier. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une machine qui essaie d'apprendre le concept d'un bouclier, un abaque, compteur, et puis montre plusieurs exemples différents à partir d'images. Et puis, en présentant plusieurs de ces images-là, avec le temps, l'algorithme peut apprendre à savoir quelles sont vraiment les caractéristiques de cet objet qu'on appelle un abaque. C'est toujours fait en contraste avec d'autres objets qui ne sont pas des abaques. Donc, dans ce cas-ci, que ça soit des poules ou autre chose, il y a d'autres images qui sont aussi présentées. Donc, il y a autant de trouver qu'est-ce qu'ils ont en commun toutes les images d'un abaque et puis qu'est-ce qui les différencie des images de d'autres contextes. Je vous montre ici ce qui se fait pour des images d'objets de la vie de tous les jours, mais c'est la même technique qui se fait quand on parle d'imagerie médicale, quand on parle à partir, par exemple, d'autres types de capteurs, d'être capable d'identifier automatiquement des patterns d'activité, de pathologie et autres. Donc, il y a vraiment 3 étapes. Il y a la première étape qui est la préparation des données, la présentation des données qui sont nourries dans cette machine. La machine elle-même est responsable d'apprendre la fonction. On va en parler un petit peu plus dans une minute. Cette fonction-là peut s'avérer très, très complexe. Les modèles les plus récents sont des modèles qui ont 30 milliards de paramètres. Donc, on essaie une fonction à 30 milliards de paramètres qui est apprise à partir des jeux de données. Et puis, l'enjeu, c'est de faire des prédictions de qualité. Donc, ce qu'on voit là, vraiment, c'est le nombre de prédictions qui ont bien prédit le concept à partir de l'image. Et puis ça, avec les années, là, on a vraiment une croissance sur la qualité des prédictions. Dans ce cas-ci, les résultats que je vous montre, c'est pour à peu près 1 millier de classes d'objets différents des objets de la vie courante, là, un peu comme l'exemple que je vous ai présenté avant. Donc, cette fonction-là, et puis la raison pour laquelle on se penche beaucoup sur les réseaux de neurones, c'est parce que c'est une analogie avec, encore une fois, le monde biologique qui inspire notre conception de l'intelligence artificielle. Autant le neurone biologique est équipé de mécanismes pour recevoir de l'information et puis pour décider à travers les procédures chimiques comment relayer cette information à d'autres neurones. Dans le cas du neurone artificiel, les informations, que ça soit la valeur d'un pixel dans une image, sont nourries dans cette fonction-là. Quand je vous disais plutôt que les fonctions ont 30 milliards de paramètres, en fait, ce sont les paramètres de ces neurones-là qui, ensemble, combinent l'information avec une fonction non linéaire et puis prédisent quelle information va sortir du système. Alors, si on a un neurone, 2 neurones, on les combine en gros ensemble de neurones, ils se relaient l'information, chacun d'entre eux opérant au niveau d'une petite fonction mathématique. Puis quand on parle d'entraîner les réseaux de neurones, vraiment ce qu'on fait, c'est de changer les paramètres, donc changer la force d'activation sur les connexions entre ces différents neurones-là. Et ce faisant, on est capable de changer le pattern de prédiction. Donc, c'est un peu à un niveau assez grossier. Là, c'est un peu une analogie à ce qui se passe dans l'entraînement de nos neurones biologiques versus ce qui se fait au niveau plus mathématique de nos neurones informatiques. Alors, équipé avec tout ça, sortons un petit peu du cadre théorique et puis laissez-moi un peu vous montrer ce que ça veut dire là, au niveau du progrès de cette technologie-là. Donc, autour de 2012, la technologie était telle qu'on pouvait identifier des objets dans une image. Mais c'est-à-dire, il y avait une image au complet, puis on identifiait 1 ou 2 objets dominants dans cette image-là. Donc, l'exemple ici, on identifiait qu'il y avait des personnes, il y avait des arbres, et puis ça nous donnait un peu une vue globale au niveau de la qualité de la prédiction.
Rapidement, à partir de ça, dans les prochaines années, on a vu une progression. 2015, on est capable non seulement d'identifier les objets, mais de mettre une boîte autour de où est l'objet précisément. 2017, les techniques deviennent un peu plus perfectionnées. On est maintenant capable d'identifier au niveau des pixels, chaque pixel à quel objet il appartient, de différencier une personne d'une autre, mais ce, surtout pour les objets qui sont à l'avant-plan de l'image. 2019, la technologie s'améliore encore. Dans ce cas-ci, on est capable de faire une analyse sémantique de toute l'image. Donc, les objets à l'avant, les objets à l'arrière, tous les pixels de l'image sont identifiés à un concept. Pas toujours un objet, mais un concept particulier avec un très haut degré de précision. On voit même, là, les sacs à dos sont identifiés, même si vous imaginez, tout ce qu'on voit, c'est les bretelles devant, on ne voit pas tout le sac à dos derrière. Là. Donc, la qualité de compréhension de l'image est vraiment magnifiée. Puis ça, c'est en 2012 et 2019, là, incroyablement rapidement. Donc, une des raisons pour laquelle je partage toutes ces informations-là avec vous, c'est parce que à la vitesse où avance cette technologie-là, à chaque étape, ça débloque des nouvelles possibilités d'application. Donc, quand on pense à certains outils, que ce soit de conduite autonome, si notre véhicule de conduite autonome doit se baser sur la technologie de 2012, où est-ce qu'on a l'identification de un ou deux objets dans l'image, il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres beaucoup moins. Si maintenant on se base sur la technologie de 2019, où est-ce qu'on a une compréhension sémantique complète de l'image, on est capable de façon beaucoup plus précise de dire où sont les piétons, où sont les vélos, quels sont les signes de trafic dans le paysage et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qu'on voit, c'est cette avancée en parallèle entre les modèles plus théoriques et puis entre les applications qui s'ouvrent à chaque étape. Et puis, je me permets de faire un petit clin d'œil à un projet qu'on a fait justement, en plus au début des années 2000, en haut à droite, le projet de Smart Wheeler qui visait à développer un fauteuil roulant intelligent. C'était un des projets du Living Lab dont Evan nous a parlé ce matin, qui a eu l'occasion de se promener dans le centre d'achat. Donc, nous, on opérait avec les techniques là, de 2011-2012 dans ce cas-ci, beaucoup de navigation avec les lasers plutôt que les caméras, mais refaire le projet maintenant, c'est certain qu'on, autant au niveau du design physique et des capteurs du robot, on irait dans d'autres directions parce qu'on sait maintenant que les algorithmes sont capables de faire d'autres choses qu'ils étaient capables de faire là, il y a déjà une dizaine d'années. Donc, c'est très intéressant de voir comment tout ça, c'est un peu interconnecté, cette technologie-là qui se fait dans nos laboratoires avec des jeux de données statiques, qui après ça s'ouvre sur tout un monde d'applications et puis qui permet après ça de changer d'une certaine façon nos vies, nos sociétés. Et puis, ce qui se passe, c'est que ça se fait à une vitesse assez rapide présentement. Donc, c'est important de garder une conversation très, très fluide entre les différents domaines de recherche, les différentes expertises, puisqu'on peut ainsi s'entraider à avancer ensemble. Alors, quand on parle de jeux de données pour entraîner ces algorithmes, permettez-moi de faire un petit crochet et puis vous montrer vraiment de quoi on parle. Ceci, c'est un graphique qui nous prédit la courbe de croissance des données. Le graphique est mesuré en zettabytes. Je vous laisse vérifier après ça ce que c'est un zettabyte, mais c'est énorme. Et puis, ce qu'on voit 2011, 2012, on est vraiment à gauche au bas de la courbe. Là. Ça, c'est une agrégation des données disponibles de tout type là, à travers le monde. Si on se projette juste en 2025, c'est pas très long 2025. Là. À partir d'aujourd'hui, c'est 3-4 ans. Et puis vraiment, la courbe augmente, en particulier toutes les données, ce qu'on appelle embedded data, ce sont les données embarquées sur les objets intelligents. Donc, vraiment une courbe qui croît très rapidement là-dessus. Les données de productivité aussi qui sont en grosse croissance, images, vidéos, ainsi de suite. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'enjeu et puis pourquoi on a tellement d'intérêt présentement pour l'intelligence artificielle. C'est parce que c'est un peu la clé pour débloquer toute la richesse et l'information qui sont dans ces données-là. En dehors des jeux de données, en fait, il y a comme 3 composantes qui ont vraiment propulsé l'intelligence artificielle. Il y a les données, il y a les algorithmes. Le troisième, c'est important d'en parler, c'est aussi la puissance de calcul. Donc, on a vu une croissance vraiment au niveau de
des infrastructures de calcul sur lesquelles rouler nos algorithmes et sur lesquelles entraîner nos prédictions. Donc, ça vous donne un petit aperçu là, des modèles, chacun des modèles, combien de calculs étaient nécessaires. Si vous regardez avec attention l'axe des Y qui s'y croît de façon exponentielle. Donc, vraiment, entre 2012-2013, puis maintenant jusqu'à 2019, là, on pourrait continuer la courbe, ça se ressemble. Le AlexNet, c'est le réseau de neurones de 2012 que je vous ai montré un petit peu plus tôt, qui faisait la prédiction de un ou deux concepts par image, là. Et puis, plus récemment, les ResNet et autres sont vraiment ceux qu'on a vus demandant plus d'informations. Donc, ça vous donne un peu un aperçu des éléments qu'on a en place, la progression des algorithmes, les jeux de données, et puis évidemment la puissance de calcul qui, quand c'est réuni, nous ont permis vraiment de faire des avancées assez impressionnantes. Ceci dit, je ne voudrais pas que vous quittiez la session aujourd'hui avec seulement un côté de la médaille, c'est-à-dire cette impression qu'on peut tout faire, tout prédire, à la condition de rassembler les données, les ordinateurs, les algorithmes. Il faut encore se méfier et puis vraiment faire très, très attention sur comment on déploie ces techniques. Je vous donne 2 petits exemples, mais j'aurais pu en sortir 10 000 de cas où est-ce que nos algorithmes font des erreurs assez surprenantes. À gauche, si on demande à l'ordinateur d'une phrase pour décrire cette image, il nous dit un frigo plein de nourriture et de breuvage. Alors, j'espère que votre frigo chez vous n'a pas l'air de ça et j'espère aussi que votre voiture autonome ne fera pas cette même erreur. Mais ça vous donne un petit peu un aperçu d'où on en est. L'exemple à droite est encore plus révélateur, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'algorithme prédit qu'il s'agit d'un autobus jaune stationné. Évidemment, c'est un véhicule jaune stationné, mais aucun d'entre nous se méprendrait à croire qu'il s'agit là d'un autobus. Par contre, pour ceux qui connaissent un peu les algorithmes, ce n'est pas très surprenant parce que dans nos jeux de données, presque exclusivement, quand il y a un véhicule jaune stationné, il s'agit d'un autobus. Alors, ces algorithmes-là marchent vraiment avec des associations, pas toujours avec une compréhension profonde du matériel. Donc, il faut vraiment se méfier de ça et puis vraiment savoir que quand on a des données qui sortent un peu de l'ordinaire, on doit s'attendre à toutes sortes de choses de nos algorithmes. Et puis, ça peut avoir quand même des conséquences assez graves, c'est-à-dire de discrimination envers certains groupes. Il y a eu une étude qui a été faite récemment montrant que des algorithmes d'analyse faciale pour lesquels on avait reporté d'excellents taux d'erreur, 1 ou 2 d'erreur en agrégé sur le jeu de données de validation. Mais quand on regarde un petit peu plus près, le taux d'erreur est de 0,8 pour les hommes à peau pâle et puis il est de presque 35 chez les femmes qui ont la peau plus foncée. Alors, on voit rapidement que dépendant de comment va être utilisé cet algorithme-là, ça peut vraiment causer du dommage, des préjudices à certains groupes. Et puis, quand on rapporte toujours les résultats de nos algorithmes en agrégé sur toute la population des données, sans vraiment s'y attarder à voir comment la performance peut être de façon plus stratifiée pour différents groupes, différents types de prédictions, on peut vraiment passer à côté de problèmes importants là, dans nos algorithmes. Alors, c'est un des enjeux, il y en a plusieurs autres, mais c'est un des enjeux avec lesquels il faut composer quand on utilise ces algorithmes-là. Pas toujours s'arrêter aux promesses de la performance en agrégé sur les métriques standards, mais vraiment de se poser la question, savoir comment vont être utilisés ces algorithmes, quels sont les biais qui pourraient être répétés, et puis comment on s'assure que la performance est celle auquel on s'attend pour notre application. Je veux insister sur le fait que c'est vraiment un peu pas seulement dans ce jeu de données-là qu'on voit ce genre de pattern-là, vraiment dans la plupart des types de concepts qu'on essaie de comprendre. Il y a une genre de courbe des données qui fait qu'il y a certains types de données qui sont très, très présents. C'est souvent ceux-là qui sont faciles à comprendre et à prédire. Et puis après ça, pour certains domaines, il y a vraiment ce qu'on appelle un long tail, un nombre non négligeable d'exemples qui sont beaucoup moins présents, mais quand même importants. Donc, que ça soit des personnes, des espèces, des endroits, puis tout ça, c'est assez caractéristique des données. Et puis, du coup, les lacunes de nos algorithmes sont les mêmes entre ces différents types-là.
J'ai parlé beaucoup des images. C'est pas toujours les images qui nous intéressent. Je sais que parfois, on a beaucoup d'intérêt aussi à comprendre le texte, que ça soit le texte parlé, le texte écrit, général ou spécialisé. Alors, il y a eu énormément de progrès aussi pour les modèles de langage. J'en illustre quelques-uns ici, là, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment les 3 dernières années, on a vu une explosion. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler du modèle GPT-3, qui est un modèle qui est sorti là, autour de 2020 avec beaucoup d'éclats médiatiques. Et puis, ce modèle a autant suscité l'intérêt que toutes sortes de démonstrations. Alors, je vous laisse lire un petit exemple ici de quelqu'un qui a essayé d'utiliser le modèle GPT-3 pour en faire un agent qui pouvait aider à détecter certaines conditions médicales. Alors, dans ce cas-ci, en bleu, c'est l'individu qui parle, puis en blanc, à gauche, on a les réponses du modèle. Puis comme tu vois, comme on voit, la personne se plaint de certains troubles de santé, troubles de respiration, tout ça. Et puis le modèle essaie en fait de diriger la personne vers certains exercices d'étirement et puis tout ça. Et puis dans ce cas-ci, il s'agit de quelqu'un qui, avec un peu plus d'informations, se révèle avoir un cas de thrombose, là. Donc, on peut voir que quand même les conséquences peuvent être très, très sérieuses d'essayer d'utiliser un modèle très générique pour des applications beaucoup plus critiques. Alors, malgré le fait que le modèle est assez impressionnant dans sa capacité de soutenir une conversation, ça ne veut pas dire que le modèle est capable d'intégrer de l'information beaucoup plus pertinente là, dans ce cas-ci. Ces modèles sont entraînés des gros jeux de données basés sur du texte puisé à même Internet, puisé à même de la littérature. Il y a le projet Gutenberg qui a mis en format digital des milliers de livres, donc c'est nourri de tout ça. Mais quand on veut cibler une application beaucoup plus pointue, ben de se nourrir de tout le texte sur l'Internet, on peut bien s'imaginer que ce n'est pas nécessairement la meilleure approche dans ce cas-ci. Alors, dans mon propre domaine de recherche, moi, c'est beaucoup ce qui m'intéresse, l'apprentissage par renforcement. Donc, c'est-à-dire pas seulement d'utiliser les modèles pour faire de la prédiction, mais aussi d'utiliser les modèles pour prendre des décisions. Donc, dans mon cas, les agents sont nourris évidemment d'observations, mais aussi ont accès à une fonction de récompense ou une fonction de coût. Et l'objectif, c'est vraiment de choisir des actions, une séquence d'actions, donc planifier cette séquence d'actions de façon à minimiser le coût en fonction des observations. Et puis, il y a vraiment un aspect dynamique de ce système-là. Donc, chaque fois que l'agent prend une décision, cette décision est nourrie dans le système qu'on appelle l'environnement pour l'instant, et puis affecte la distribution des données qu'on va recevoir après ça. C'est un type de modèle d'apprentissage automatique qui a été beaucoup utilisé ces dernières années dans les jeux. On a entendu parler du système AlphaGo qui pouvait jouer au jeu de Go. On en a entendu parler aussi pour le fait qu'il pouvait jouer au poker, même à des jeux Atari. Donc, c'est vraiment un système qui se prête à ce genre d'interaction. Dans chacun de ces cas, il y a le système intelligent qui joue pour un des joueurs et puis il y a un humain qui joue contre l'autre joueur. Donc, ce n'est pas seulement une prédiction, il ne s'agit pas juste de prédire qui va gagner, il s'agit vraiment de jouer en boucle fermée là, avec un système dynamique. Je m'intéresse un peu moins aux jeux, un peu plus à toutes sortes d'applications plus pratiques du monde réel. Et puis, je vous donne ici un aperçu. Je n'ai pas travaillé sur toutes ces applications-là, là, loin de moi. J'ai puisé dans le travail de plusieurs collègues pour vous donner un petit goût de tous les différents types d'applications qu'on peut espérer améliorer avec des systèmes d'apprentissage par renforcement. Donc, ça vous donne un peu un aperçu comment une technique, un outil qu'on ajoute dans notre collection d'outils, soudainement nous ouvre, un peu comme je vous l'ai expliqué pour les images, toutes sortes d'autres types d'applications. Et puis, dans la plupart de ces cas-là, ce qui est vraiment gage de succès, c'est une interaction assez rapprochée entre la recherche et entre la pratique. Donc, c'est-à-dire de s'intéresser à des problèmes pratiques pour vraiment comprendre les hypothèses, la nature des données, puis après ça, d'utiliser ça pour nourrir nos prochaines questions plus théoriques et puis de retourner améliorer nos algorithmes dans le laboratoire.
Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je reviens un moment sur ce projet de Smart Wheeler qu'on a fait il y a plusieurs années maintenant, mais qui visait vraiment à améliorer la possibilité de navigation autonome en tandem de l'usager du fauteuil roulant motorisé et puis avec un système intelligent pour assister à la navigation. Donc, dans ce cas-ci, il y avait vraiment une étape de collection des données où est-ce que le robot naviguait dans l'environnement avec possibilité de construire une carte, une représentation de notre environnement. Et puis, un des enjeux, c'était évidemment de naviguer de façon autonome, donc de partir d'un point, dans ce cas-ci, on était à notre centre d'achat à Lexington pendant plusieurs mois à développer le système, mais vraiment, on voulait partir d'un point à un autre. Et puis, il y a plusieurs de nos collègues de données, nos expériences qui se conduisaient le soir ou à des moments où est-ce que le centre d'achat était fermé. Mais on a quand même pas mal d'expériences où est-ce que le centre d'achat était fonctionnel, les gens se promenaient là. Et puis, on a passé plusieurs mois à creuser la question d'utiliser l'apprentissage par renforcement pour faire l'évitement d'obstacles dans ce qu'on appelait la navigation plus sociale. Donc, ce n'était pas juste une question de se rendre du point A au point B, mais c'était de le faire en ayant une certaine compréhension de comment on pouvait naviguer, c'est-à-dire pas se rapprocher trop près des objets ou des autres personnes dans l'environnement, pas faire des trop gros détours, mais vraiment avoir des comportements qui s'apparentaient à la conduite d'un usager humain. Donc, c'est un cas très, très intéressant là, de voir comment faire ça et puis de marier autant l'information qu'on recevait de nos usagers et puis d'améliorer la performance de notre système. Je me permets d'inclure la photo d'un de nos participants qui a été vraiment un contributeur, qui a vraiment beaucoup contribué au projet là, à travers tous les mois que ça a duré, puis qui nous a informé autant de son expérience comme usager de fauteuil motorisé, et puis qui nous a donné du feedback très, très candide et utile sur l'amélioration du système. Je crois que c'était une des forces de ce concept de laboratoire vivant qui nous a permis de faire avancer ce projet-là. Évidemment, il y a eu d'autres projets dans mon laboratoire à travers les années qui ont aussi utilisé l'apprentissage par renforcement dans d'autres cas. Donc, je me permets d'en souligner un autre pour vous montrer à quel point, des fois, au niveau plus théorique, le problème est absolument en très semblable dans notre esprit, mais au niveau pratique, c'est complètement différent. Donc, dans ce cas-ci, c'est un système où est-ce qu'on essayait d'optimiser la neurostimulation pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc, dans ce cas-là, les observations sont des signaux EEG qu'on est capable d'aller chercher en temps réel, nourrir dans l'ordinateur. Et puis, l'ordinateur doit faire des prédictions, à savoir à quel moment délivrer un signal de stimulation dans le cerveau pour essayer d'interrompre la synchronisation des neurones et ainsi donc de prévenir les crises d'épilepsie. Alors, ce genre de système-là, évidemment, c'est complètement différent du fauteuil roulant au niveau physique, au niveau clinique. Mais quand on représente ça au niveau plus théorique, il s'agit quand même au niveau mathématique vraiment d'un problème d'apprentissage par renforcement. On a des observations, elles sont un petit peu différentes, mais on a des observations qui sont encodées dans une matrice, qui sont nourries dans l'algorithme. En ressort une action. Dans ce cas-ci, l'action, c'est de stimulation, alors que sur notre fauteuil roulant, l'action, c'était la direction du fauteuil. Mais au niveau mathématique, ça se ressemble quand même énormément. Et donc, on a vraiment une possibilité là, d'aller chercher différents aspects et puis de se nourrir de ces différentes applications pour faire avancer nos modèles. Il y a souvent 3 phases à ces projets-là. Il y a une première phase où est-ce qu'on va chercher des données, de l'expérience, vraiment une observation pour savoir qu'est-ce qu'on essaierait de prédire. Il y a une deuxième phase où est-ce qu'on construit les modèles, la représentation, on entraîne ces modèles-là. Puis il y a une troisième phase où est-ce qu'on valide que nos algorithmes de prédiction et de contrôle ont vraiment l'effet espéré. Donc, des fois, c'est un cycle et puis on revient sur ces 3 phases-là. Des fois, on a juste l'occasion de le faire une seule fois, mais c'est vraiment un peu les 3 phases là, du projet. Dans notre cas, il y a des cas où est-ce qu'on passe énormément de temps sur la première phase
d'accumulation des données. Des fois, c'est vraiment l'entraînement des modèles et de la représentation qui nous demande beaucoup plus de travail. Puis d'autres fois, comme dans le cas du projet en neurostimulation pour l'épilepsie, c'est la dernière phase de validation qui nous a pris plus de 2 ans là, pour vraiment avoir assez de données probantes pour établir la performance du modèle. Donc, il faut s'attendre à passer pas mal de temps dans chacune de ces phases-là quand on travaille dans des problèmes appliqués qui sont complexes et nouveaux pour nous. Je me sens très, très responsable de vous donner quand même un aperçu balancé de ces technologies-là et puis partager avec vous le fait qu'il y a eu beaucoup de questions ces dernières années sur la réplication, reproducibilité des résultats en intelligence artificielle et plus particulièrement en machine learning. Donc, c'est toujours important quand on se lance dans ces projets-là d'avoir une bonne compréhension de la fiabilité des méthodes qu'on utilise. Il y a plusieurs indicateurs qui nous aident à prédire la fiabilité des résultats, mais ça vaut la peine de poser des questions. On a des fois l'impression que parce que ça se fait tout sur un ordinateur, on est capable de tout répliquer, il faut peser le bouton, rouler le code, puis tout va se passer de la même façon chaque fois. Et puis, l'analyse de plusieurs papiers de la littérature a montré que ce n'était pas toujours le cas. Donc, ça vaut la peine vraiment de se poser les mêmes questions par rapport à la fiabilité des résultats qu'on le ferait pour toute autre discipline scientifique. Et puis, on a passé beaucoup de temps dans notre communauté à vraiment améliorer nos standards par rapport à ça. Il y a un gros mouvement, une culture très, très forte vers les sciences ouvertes. Il y a toutes sortes d'innovations qui ont été mises en place dans notre communauté scientifique, que ce soit des politiques de soumission de code, que ce soit des checklists pour améliorer la qualité de l'analyse, toutes sortes d'outils pratiques qui ont été pilotés, qui sont utilisés de plus en plus pour permettre aux gens d'améliorer leurs standards par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est très, très important, surtout quand on sort de nos laboratoires puis on essaie de s'intéresser à des applications pratiques. On a même développé une culture de publier des rapports de reproduction d'études, que ce soit avec le journal Rescience qui nous permet de faire une revue annuelle, vraiment des meilleurs articles dans ce domaine-là, pour développer cette culture. Je dirais que ce mouvement-là date à peu près Le mouvement sciences ouvertes par rapport au partage de code, de jeux de données, ça date quand même d'une quinzaine d'années, mais vraiment le mouvement plus précis sur la reproduction là, date des dernières 3 ou 4 années. Et puis, je pense que c'est tout à l'avantage de la communauté et de nos partenaires multidisciplinaires de faire ça. Puis, je sais qu'on n'est pas seul, il y a toutes sortes d'autres efforts en ce sens aussi dans d'autres communautés qui sont très, très importants. Laissez-moi, on a quand même un petit peu de temps encore de vous parler de certaines des pistes les plus intéressantes, là, les innovations que je vois dans le domaine et puis qui pourraient vous mettre peut-être des pistes d'idées en tête. Alors, une des grosses tendances de ces dernières années, c'est vraiment ce qui s'appelle la génération de données. Donc, c'est-à-dire, je vous ai parlé à date d'utiliser des données pour faire de la prédiction. On a parlé d'utiliser des données pour faire du contrôle. Dans ce cas-ci, donc prendre des décisions, dans ce cas-ci, c'est vraiment de générer des données complètement synthétiques. Ces données-là sont basées sur des données réelles. Donc, on nourrit nos algorithmes de jeux de données, encore là, des gros jeux de données qui permettent de voir une certaine modélisation de toute la densité de l'information. Et puis, une fois qu'on a ce modèle-là, on peut chercher des échantillons de cette densité-là pour nous produire des nouveaux samples. Donc, à gauche, ici, ce sont toutes des images réelles qui ont été utilisées pour entraîner l'algorithme. À droite, ce sont toutes des images artificielles qui ont été générées en échantillonnant notre modèle. On voit, il y a certains artefacts là, où est-ce que les images ne sont pas tout à fait aussi bonnes du côté artificiel, mais ça commence vraiment à être bon. On voit les jeux d'ombre sont bien, les contrastes de la lumière sont quand même assez bien. Puis ces données-là datent déjà là, d'il y a quelques années. Depuis, je dirais que la fidélité des images synthétiques est de mieux en mieux. Donc, il y a toutes sortes d'utilisations qui sont explorées pour ça. Ça m'amuse toujours de partager avec vous certaines des applications plus créatives de ces techniques-là. On ne sait pas ce que ça peut donner des fois. Dans ce cas-ci, c'est un modèle qui a été entraîné sur les grands peintres.
mais avec vraiment un biais de créativité. Donc, le modèle, en tout cas dans sa fonction d'entraînement, là, a reçu des indications pour le pousser de façon assez éclatée vers d'autres types de représentations. Donc, ici, on nourrit l'image, le portrait, l'autoportrait de Van Gogh qui est nourri dans l'algorithme. Et puis, on voit en bas ce qui ressort, c'est une combinaison de l'image originale, mais avec un autre style complètement, comme je disais, complètement éclaté, qui n'est pas le style classique de Van Gogh. Donc, ça nous permet de sortir vraiment des balises de nos algorithmes pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Il y a eu des applications très, très intéressantes de ça. On pourrait se demander à quoi ça sert, ce genre de choses-là, mais quand même des applications très intéressantes en imagerie médicale. Entre autres, un projet qui s'intéresse à la reconstruction des images en fMRI. Donc, on sait que ces images-là peuvent prendre, les images MRI peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps à se construire. Là, on parle de que ça soit le genou, une épaule, dans l'ordre de 45 minutes, 1 heure pour vraiment faire l'acquisition de cette image-là. Dans ce cas-ci, en utilisant des techniques justement de reconstruction, on est capable de réduire par un facteur de 4 ou de 8 le temps d'acquisition, donc beaucoup plus rapidement acquérir un minimum d'images avec la résonance magnétique et puis de reconstruire le reste avec les méthodes d'intelligence artificielle. Puis on voit que la qualité de l'image est quand même très, très bonne une fois la reconstruction faite. On a fait une étude avec des gens qui analysaient ces images-là pour voir si leur qualité de prédire avec l'image reconstruite versus une image complètement, où est-ce qu'on a fait une acquisition complète, était semblable. Et puis, comme de fait, en fait, nos premiers tests ont montré qu'il fallait réinjecter un peu de bruit dans l'image reconstruite parce que l'image était trop nette par rapport à ce à quoi les techniciens étaient habitués. Donc, en réinjectant un petit peu de bruit, là, on pouvait vraiment leur donner la même expérience et puis leur diagnostic avait la même précision que ça soit avec une image qui était reconstruite de façon artificielle ou une image vraiment réelle. Donc, on voit dans ce cas-ci que ce qu'on ajoute à l'image, c'est la possibilité de faire une acquisition plus rapide et plus efficace. Ce n'est pas nécessairement d'ajouter de l'information. En bout de ligne, on veut avoir la même information précise, mais on veut être capable de le faire plus rapidement. Encore une fois, évidemment, il y a les deux côtés de toute cette technologie-là. On a vu en même temps un essor assez rapide pour ce qu'on appelle les deepfakes, donc la génération d'images et de vidéos qui utilisent les mêmes techniques, qui sont capables vraiment de nous surprendre. Je vous montre 2 images ici, puis on peut se demander qui sont ces gens-là. En fait, c'est des images complètement synthétiques. Ces 2 personnes n'existent pas, mais ça vous donne une idée de la qualité de l'image qu'on est capable de générer juste en pigeant des échantillons. Ces 2 images-ci sont prises d'un modèle qui a été entraîné avec un jeu de données qu'on appelle Celebs. Donc, c'est un jeu de données avec seulement des célébrités, là, des personnes qui, on peut s'imaginer que les images sont assez retouchées ou en tout cas de très haute qualité. Donc, ça vous explique un peu pourquoi le genre d'image qu'on va échantillonner quand on entraîne un modèle avec ce genre d'image-là, là, de quoi ça aurait l'air. Mais c'est vraiment pour vous donner un peu un aperçu très complet comment à partir d'une même technologie, on est capable de, si je vous montre 3 cas différents, là, puis on est capable de vraiment voir que cette même technologie-là mène à des choses très, très, très différentes dépendant des données qu'on utilise, qu'on adopte, et puis qu'est-ce qu'on décide de leur faire faire à l'intérieur du modèle. Une des grosses tendances cette année, c'est vraiment l'utilisation du modèle qu'on appelle auto-supervisé. Donc, c'est des modèles où est-ce qu'on n'a pas donné de concept à prédire. Le concept, c'est vraiment de reconstruire l'image. Donc, on prend une image en haut à gauche, l'image assez standard d'un chien. On retaille l'image et puis on demande à l'algorithme de reconstruire le reste. Ou on fait une rotation, puis on demande de reconstruire l'image originale ou on enlève une partie de l'image, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des modèles qui permettent d'apprendre pas un concept en soi, mais une représentation fondamentale de l'information. Donc, ces modèles-là sont aussi entraînés avec plusieurs milliards de paramètres, plein des gros jeux d'images. Ça nous donne vraiment une compréhension de l'information en soi qui, après, peut être réutilisée à plusieurs sauces.
Donc, cette période de pré-entraînement où est-ce qu'on fait les patchs, les rotations, tout ça, ça nous permet d'apprendre une représentation sans aucune étiquette. Et puis après ça, quand on a un jeu de données beaucoup plus petit, on peut ajouter une couche qu'on appelle le fine-tuning, une couche de spécialisation avec des étiquettes. Donc, cette technique-là, en 2 étapes, s'avère très, très prometteuse quand on a des petits jeux de données pour une application cible. Donc, on fait le pré-entraînement avec le très gros jeu de données, mais après, on spécialise à notre application avec des étiquettes sur un beaucoup plus petit jeu de données. C'est assez prometteur et puis on a vu encore, je vous montre là, cette courbe de croissance sur la performance de la prédiction, là, à quel point on peut avoir vraiment des qualités de prédiction en fonction du nombre de données de pré-entraînement dans ce cas-ci. Ça nous donne un peu une idée de comment ça continue de progresser rapidement. Ce n'est pas toujours le cas qu'on a des gros jeux de données. Je partage avec vous un projet qu'on a fait en 2019, une étude de cas qui a été beaucoup plus difficile. Dans ce cas-ci, c'était en collaboration avec des collègues à Montréal, au Montreal General Hospital, qui s'intéressent à la question de la greffe d'organes, à savoir, dans ce cas-ci, si on est capable de transplanter certains organes dans certains patients. Donc, c'est vraiment la question du match entre le donneur et la personne qui reçoit l'organe, de savoir est-ce qu'on est capable de prédire ce qui sera un bon match pour améliorer le taux de succès de ces greffes. Comme on s'imagine, le jeu de données est très, très petit. On avait 75 cas au total. On avait des variables démographiques, des variables cliniques. Puis on a choisi d'utiliser 50 des cas pour entraîner le modèle qui allait prédire un indicateur précis là, de la réussite de la greffe. Et puis de garder vraiment séquestrer 25 cas pour tester si le modèle allait être adéquat. Donc, c'est important dans ces cas-là vraiment d'avoir une attente assez réaliste de ce que peut faire le projet. Et puis, on savait en partant que ça serait difficile avec si peu de données et puis des données assez hétérogènes, là, démographiques et cliniques, un peu tout mélangé, de prédire quelque chose. En même temps, l'application semblait importante et puis ça valait la peine d'essayer si on était capable de faire quelque chose. Donc, on a joué beaucoup avec les données. On a été très, très disciplinés de ne pas toucher les données de validation avant la toute fin du projet, c'est-à-dire que les graphiques étaient faits et tout, on avait les résultats. On pensait qu'on avait une prédiction qui avait quand même un certain intérêt. Et puis finalement, quand on a sorti les données de validation pour faire la dernière phase de validation, on s'est rendu compte que non, notre prédiction, malgré toutes nos bonnes intentions, malgré toute la technologie qu'on a mis dans notre modèle, n'était pas meilleure qu'un baseline là, basé vraiment juste l'âge, le sexe et puis des données très, très de base qui sont déjà utilisées en clinique pour décider comment faire le matching. Alors, après plusieurs mois, on se retrouve dans une situation semblable, ça peut être un peu décevant. En même temps, on aime beaucoup mieux le savoir dans la phase de l'étude plutôt que d'essayer de croire qu'on a des résultats probants, d'amener ça en clinique et puis faire plus de dommages quand ce n'est pas nécessaire. Il se pose toujours une question, bon, quelle est la prochaine phase? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, la plupart du temps, la réponse à ça, c'est d'essayer de chercher plus de jeux de données. Mais dans un cas comme ça, évidemment, on ne peut pas se tourner et puis tout d'un coup lancer une grosse étude avec 2500 greffes d'organes. Il y a toutes sortes de questions éthiques qui se posent par rapport à ça. Donc, c'est nécessaire des fois de simplement prendre une pause sur le projet puis de revisiter à un moment donné plus tard où est-ce qu'on aura peut-être plus de données, des meilleurs modèles. Des fois, c'est vraiment aussi une question, quelles sont les variables qu'on est capable d'observer et puis de nourrir dans notre modèle. Il y a aussi beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Donc, on reste à l'affût de ce genre de choses-là, là, mais on essaye toujours d'avoir une approche très responsable sur quelle est la qualité des prédictions qu'on peut vraiment faire. Il ne faut pas trop s'emballer parce que sinon, on peut rapidement déraper avec ce genre de modèle-là. Donc, il faut vraiment être très, 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 très précis dans notre approche scientifique. Pour finir, un dernier cas dont je vous parle, on a tous été plongés dans la dernière année avec la crise COVID, évidemment.
Une des choses qui a été vraiment très inspirante, c'est le fait que pendant plusieurs années, on avait développé des collaborations avec des chercheurs dans le milieu clinique. Donc, au début de la crise, au printemps dernier, on a rapidement eu des conversations à savoir est-ce qu'on pourrait utiliser certaines des modèles pour aider à prédire, entre autres, l'allocation des ressources dans le milieu hospitalier. Donc, on a identifié quelques problématiques précises qu'on pourrait peut-être modéliser avec certaines des techniques dont je vous ai parlé aujourd'hui. Une des choses qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est le fait ayant eu des collaborations précédentes, on était capable de mettre en place très, très rapidement l'accord de partage des données, partage d'algorithmes, ainsi de suite, pour faire ce genre de projet-là. Donc, on a construit un projet qui était précisément savoir est-ce qu'on pouvait prédire la trajectoire des patients à partir des images de rayons X des patients COVID, puis contrastant des patients COVID et non COVID, et puis à savoir est-ce qu'on pourrait prédire lesquels de ces patients auraient besoin d'être intubés ou se retrouveraient aux soins intensifs ou lesquels cas décéderaient de la maladie à différentes échéances, de 24 heures, 48 heures, 72 heures, ainsi de suite. Quand on a commencé ce projet-là, on a eu les premières données fin avril, début mai 2020. C'était au tout début, c'était relativement peu de données, beaucoup trop de patients malheureusement, mais pour nos algorithmes, quand même relativement peu de données. Donc, on a utilisé les méthodes de pré-entraînement dont je vous ai parlé. Donc, c'est-à-dire, on s'est tourné vers des jeux de données beaucoup plus larges de rayons X, de données de patients qui souffrent de maladies respiratoires, mais qui n'étaient pas nécessairement des patients COVID. Il y a un gros jeu de données ouvert, CheckSpurt, produit par l'Université de Stanford, auquel on a eu accès. C'est intéressant de faire le parallèle dans un cas comme ça. Les médecins qui étaient à l'hôpital puis qui traitaient les patients, eux aussi, n'avaient pas vu beaucoup de cas COVID. Eux aussi avaient été, en fait, formés avec des images de rayons X sur d'autres maladies respiratoires. Donc, on voit un peu le parallèle. Pendant plusieurs années, les médecins sont habitués à analyser les caractéristiques de ces données-là, mais avec une autre type de pathologie, une autre distribution. De façon semblable, on fait une phase de pré-entraînement avec nos algorithmes, avec plusieurs milliers d'images. On est capable d'entraîner une représentation de l'information. Et puis après ça, la phase des données COVID vient par après. Puis avec un plus petit jeu de données, on est capable de prédire. Là. Dans ce cas-ci, on réussit à prédire quand on fait une séquence d'images, donc jusqu'à 4 images sur différents jours, on réussit à prédire les conditions adverses avec un taux de précision semblable à ceux des médecins. Et puis, on sait que les types, les caractéristiques des patients ont changé d'une vague à l'autre. Puis même à ça, même avec les nouvelles vagues, on réussit assez bien à prédire quand on regarde seulement les images. Ceci dit, on sait que les médecins, quand ils sont dans le feu de l'action et puis qu'ils s'occupent des patients, utilisent beaucoup plus d'informations. Ils utilisent les images, les données cliniques, les résultats de tests de laboratoire, démographiques. Toute cette information-là, ils sont capables de faire une synthèse. Et puis, c'est là qu'on voit que nos algorithmes ont encore du chemin à faire, c'est-à-dire regardant juste l'image, image à image, on a une performance semblable, mais nos algorithmes ne sont pas capables d'utiliser toute cette autre information de façon aussi efficace que les médecins. Donc, il faut aussi voir, là, on est en train de développer de nouvelles techniques pour incorporer l'information, mais je vous dirais, à ce jour, c'est beaucoup plus difficile de construire des prédictions quand on a des données très hétérogènes. Vous allez remarquer tous les exemples que je vous ai présentés, c'est surtout seulement des images ou seulement du texte ou seulement des données EEG. Mais cette intégration-là de toutes sortes de données hétérogènes et puis de savoir comment les aligner puis tout ça, c'est encore quelque chose que les humains ont beaucoup, beaucoup plus de capacité à faire que nos algorithmes. Il y a certains endroits où on commence à avoir des modèles multimodales de fusion qui sont efficaces. Entre les images et le langage, on réussit de plus en plus là, à avoir quelque chose qui se tient. Mais quand on parle des patients COVID et puis vraiment toutes les sources d'informations multiples, c'est quelque chose qui est à venir, sur lequel on va continuer à travailler. Ça ne sera peut-être pas avec des patients COVID, mais sur lequel on va continuer à travailler encore longtemps. Si certains sont intéressés, l'article qu'on a écrit à ce sujet est disponible sur Archive, le code est disponible.
je souligne que c'est un projet qui a été monté très rapidement avec une multitude de partenaires. Il y a des partenaires cliniques, il y a des partenaires universitaires, il y a des partenaires à travers différentes géographies. Dans ce cas-ci, on a eu l'occasion de travailler avec des collègues à New York qui avaient encore plus de données. Et puis d'établir un genre de partenariat où est-ce que les données ne se propageaient pas. Donc, les données de New York restaient avec les chercheurs de New York, les données de Montréal restaient avec les chercheurs de Montréal, mais le code utilisé pour développer dans un cas était après ça validé dans l'autre cas pour permettre de répliquer les données, de voir si ça s'alignait. C'était aussi très, très intéressant parce que les stratégies de traitement, surtout dans la première vague, n'étaient pas les mêmes entre New York et Montréal. Les approches étaient différentes. Donc, il fallait composer avec ça pour développer des algorithmes qui étaient assez robustes à toutes ces circonstances-là. Ça a été l'occasion aussi de mettre en place des accords à travers les hôpitaux qui, je crois, vont permettre à l'avenir de faire ce genre de projet-là à plus grande échelle assez rapidement. Dans tout ça, je me permets de dire qu'il y a eu vraiment un tournant dans les dernières années pour les chercheurs du milieu de l'intelligence artificielle, à savoir qu'on était non seulement responsable des aspects scientifiques, techniques, engineering de nos travaux, mais il fallait avoir une conception beaucoup plus large de notre responsabilité dans le développement et le déploiement de ces techniques-là. Donc, vraiment se soucier des questions de sécurité, de confidentialité, d'inclusion, de transparence. J'en ai parlé à quelques moments pendant la présentation aujourd'hui, mais c'est vraiment un des gros enjeux des dernières années, de s'ouvrir à cette responsabilité-là beaucoup plus large. Je dirais qu'il y a certains de mes collègues qui composent plus difficilement avec ça, mais en général, notre discipline s'ouvre vraiment à ça. Je sais que du côté du CRIR, il y a eu ce souci-là d'une responsabilité scientifique et sociale dès les premiers jours. Et puis, je pense que j'ai beaucoup appris, en tout cas, à travailler avec les collègues de votre milieu. Mais c'est quelque chose qui est en train de se faire aussi de notre côté. Puis, je pense que c'est très, très important de le faire. Je vous souligne parce qu'on parle du CRIR, qui est un super institut de recherche, et puis on en a un autre, le MILA, à côté, qui a été créé beaucoup plus jeune, beaucoup plus récemment. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de collaboration à venir. Je vous ai parlé aujourd'hui d'un des projets COVID au MILA. Il y en a eu plusieurs. Il y a vraiment une capacité de partir des projets assez rapidement sur toutes sortes de pistes. Alors, je vous permets de dire 2 mots sur le MILA pour ceux qui le connaissent un peu moins. C'est un institut qui est ouvert depuis 2 ans, 2 ans de vie active à ce jour. Et puis, on a regroupé encore des professeurs de plusieurs universités, 70 professeurs. Ça a été aussi l'occasion d'embauche de plusieurs professeurs. On a presque 500 chercheurs, étudiants, des maîtrises appliquées ainsi que des maîtrises recherche, puis plusieurs partenaires industriels et collaborateurs. Il y a toutes sortes de formations qui se donnent et ainsi de suite. Là. Donc, ça peut être un partenaire intéressant et complémentaire pour certains d'entre vous, peut-être dans les années à venir. La mission du MILA a 4 piliers. Un, c'est de développer les talents en intelligence artificielle. Donc, on le voit là, par le recrutement d'étudiants et de professeurs. Un, c'est vraiment de faire de la recherche de pointe, mais les 2 autres, un, c'est les projets en collaboration. Donc, collaboration avec toutes sortes d'autres instituts, disciplines, et puis l'influence sociale. Donc, vraiment avoir ce dialogue-là sur comment développer l'IA de façon responsable et éthique. Donc, ça fait partie de la mission dès le premier jour. Donc, je suis assez emballée par ce projet-là, par cette mission-là. Puis je crois aussi qu'entre les instituts, on a quand même beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc, c'est une belle occasion peut-être d'avoir cette conversation-là après ces journées-ci. Je finis en vous disant qu'à travers ça, on a vraiment développé et évolué des principes d'innovation responsable sur lesquels on essaie d'inscrire ces projets-là. Le premier, c'est vraiment de faire de la recherche et de l'innovation avec le but d'ajouter de la valeur sociale, économique, environnementale, culturelle, de considérer les impacts à court et à long terme, et puis d'avoir une participation prenante de tous les membres concernés, ce qu'on appelle les stakeholders. Et puis finalement, vraiment
une approche axée sur une transparence extrême pour assurer la participation, la confiance de tous ces parties prenantes-là. Je vais finir là-dessus. On aura peut-être le temps de prendre quelques questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention aujourd'hui, de l'invitation, et puis je vous souhaite une très, très belle journée pour célébrer le CRIR. Merci. Merci.